bienvenue dans le podcast Amplify Change sur la sauvegarde. Mon invité aujourd'hui est Héloïse Walton. Héloïse est chargée des opérations au niveau senior à Manuel Daniels, qui est l'une des organisations partenaires ayant fondé Amplify Change. Héloïse est l'une des expertes de Manuel Daniels, formée sur la sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables. Elle bénéficie d'une vaste expérience à travers l'Afrique francophone et lusophone et parle couramment le français, le portugais et l'anglais. Héloïse, bienvenue. Merci beaucoup, Rekia. Et donc, on commence par la question la plus évidente. Qu'est-ce que la sauvegarde? Oui, bien sûr, c'est une thématique très importante. Donc, la sauvegarde est le fait d'assurer la sécurité de chaque enfant et adulte, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas être exposés à des formes de préjudice ou d'abus. Pour les organisations, la sauvegarde signifie leur responsabilité de s'assurer que leur conseil d'administration ou leur bureau, leur personnel, leurs volontaires, les opérations et programmes ne causent aucun préjudice ou abus. Oh, super, d'accord. Et pouvez-vous définir ce qu'est un préjudice? Oui, bien sûr. Donc, un préjudice ou un abus peuvent survenir dans le cas où il y a des déséquilibres de pouvoir. Cela inclut les abus physiques ou sexuels, le harcèlement sexuel ou l'exploitation, d'autres formes d'exploitation telles que le travail forcé, le harcèlement ou la persécution. Quand on parle de sauvegarde, la plupart des gens pensent exclusivement aux enfants, mais cela s'applique également aux adultes. Toutes les politiques de sauvegarde doivent également couvrir les risques liés aux adultes. Superbe, c'est très intéressant. Et donc, sauvegarde et protection. Pourquoi la sauvegarde et la protection sont si importantes? Donc, la sauvegarde est une valeur fondamentale d'Amplify Change. Tout le monde, chaque enfant et chaque adulte a le droit fondamental d'être en sécurité et protégé des risques de préjudice. La sauvegarde est au cœur des principes d'Amplify Change. C'est l'une de nos valeurs fondamentales et doit l'être pour toute personne ou organisation avec laquelle nous travaillons ou qui est bénéficiaire de l'une de nos subventions. Au sein de chaque société et culture, il existe des déséquilibres de pouvoir et avoir mis en place de bonnes mesures de sauvegarde permet de s'assurer que chaque personne est protégée autant que possible du risque d'abus ou d'exploitation lié au déséquilibre de pouvoir. Il y a un amalgame parfois entre sauvegarde et protection. Pouvez-vous développer un peu plus sur ça? Oui, donc certains ont peut-être déjà entendu le terme protection. La sauvegarde, c'est les actions prises pour la prévention des préjudices et des abus. Et la protection, c'est par exemple un enfant ou un adulte qui a besoin d'un niveau supplémentaire de surveillance et d'appui. Et ce parce qu'ils ou elles ont déjà été ou sont exposés à des risques spécifiques d'abus, de négligence ou de violence, par exemple. Superbe. Selon votre expérience, Héloïse, quelles sont les principales barrières rencontrées par les organisations pour mettre en place une bonne politique de sauvegarde? Oui, il peut y avoir de nombreuses barrières dans la mise en place d'une bonne politique de sauvegarde. Quelques exemples des obstacles culturels faisant que les personnes pensent que cela ne pourrait pas arriver dans leur culture ou que lorsque cela survient, c'est acceptable. Par exemple, le mariage d'enfants de moins de 18 ans ou le fait qu'une personne de l'organisation ait une relation avec quelqu'un ou quelqu'une de moins de 18 ans en dehors de l'organisation. Amplify Change considère que toute personne de moins de 18 ans comme étant mineure. Toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons et que nous finançons doivent partager cette vision, quelles que soient les lois du pays dans lesquelles elles travaillent. Toutes les organisations bénéficiaires de subventions doivent signer les principes universels de sauvegarde d'Amplify Change.
Ils font partie des contrats de subvention. D'autres exemples de barrières incluent la connaissance. Les personnes ne comprennent pas toujours cette problématique ou ne savent pas quoi faire si cela survient. La sauvegarde est toujours ou est souvent considérée comme un exemple d'un exercice visant à cocher des cases. Par exemple, une organisation pourrait rapidement trouver sur Google, sur l'Internet, une politique et ainsi satisfaire les critères des bailleurs. Toutefois, trouver une politique en ligne ou en développer une rapidement ne signifie pas avoir compris la problématique. Une organisation doit réellement comprendre les enjeux et développer sa propre politique afin qu'elle corresponde à sa situation propre. Sur la question de connaissance, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux organisations, à nos organisations? Bien, les organisations doivent parler entre eux et vraiment connaître leur situation propre. Qui sont leurs bénéficiaires? Ils travaillent avec qui? Est-ce que c'est avec des enfants ou avec des adultes? Quelles sont les situations de sauvegarde qui peuvent apparaître dans leur situation, dans leur pays, dans leur situation? Ce n'est pas seulement ou tout simplement aller en ligne et copier-coller la politique de sauvegarde d'une autre organisation parce que ça ne serait pas spécifique et ça ne serait pas utile pour eux. Super, merci. Donc, il existe également d'autres barrières telles que les personnes ne prennent pas la problématique assez au sérieux en pensant que cela n'arrivera pas au sein de leur organisation ou qu'il n'y a jamais eu par le passé, ou qu'il sera simplement possible de les traiter au moment où cela survient. Les victimes souvent sont culpabilisées, voire tenues pour responsables ou ne sont pas prises au sérieux. Les personnes ont peur de faire des signalements et pensent qu'elles pourraient être pénalisées pour avoir créé des ennuis ou ont le sentiment que quelque chose ne va pas sans pour autant avoir de preuves. Une autre barrière, c'est la crainte de voir la police impliquée, car dans certains cas, cela pourrait créer d'autres problèmes, par exemple. Mais les problématiques de sauvegarde peuvent survenir et sont réelles. Elles arrivent dans tout le monde. Ouais. Et quand cela se produit, vous devez être prêt afin d'y répondre rapidement et de manière adéquate. J'allais dire que sinon, la situation peut rapidement devenir hors de contrôle et créer des dégâts encore plus importants. D'accord. Ce que je retiens ici, c'est que la sauvegarde est une problématique universelle auquel on doit préparer, comme dans le cas de tout risque, c'est-à-dire on doit prévoir ces risques, on doit les inclure dans les politiques des organisations, travaillant sur terrain, être conscient de l'existence de ces risques, c'est-à-dire être en alerte pour des cas d'abus. Pouvez-vous nous donner, Héloïse, deux exemples vécus liés à la sauvegarde? De quelle manière les avez-vous traités? Oui, bien sûr. Par exemple, de plus en plus de services sont dématérialisés, en particulier dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-19. Par exemple, dans un service ayant une ligne téléphonique d'aide, l'une des travailleuses avait remarqué que l'un de ses collègues hommes semblait être régulièrement en communication avec la même jeune femme, une cliente de la ligne téléphonique d'aide. Elle a entendu utiliser son nom et d'autres éléments dont il parlait, suggérer qu'il s'agissait de la même personne. Elle a ensuite également entendu dire à la cliente de toujours demander à lui parler à lui chaque fois qu'elle appelait. Il n'avait rien dit d'autre qui était inapproprié, mais la travailleuse était préoccupée de cette situation dans la mesure où chacun d'entre eux devait simplement répondre au téléphone dès qu'un appel arrivait. Elle appréciait son collègue et ne voulait pas lui causer d'ennui, mais elle était également mal à l'aise de ce qu'il faisait. D'accord. Et après avoir réfléchi,
elle s'est approchée de la personne en charge de la sauvegarde au sein de son organisation pour faire un signalement. La responsable de la sauvegarde l'a rassurée sur le fait qu'elle avait pris la bonne décision et qu'elle ferait un suivi. La responsable de la sauvegarde a parlé à l'homme concerné. Il a assuré avoir créé une relation de confiance avec la femme en question et pensait ainsi être en mesure de vraiment l'aider. OK. Et la responsable de la sauvegarde et de la protection lui a rappelé la politique de sauvegarde. Ils avaient une politique, ce qui aide beaucoup dans ces circonstances, Oui, et que la réponse aux appels de la ligne téléphonique d'aide devait être aléatoire. Donc, elle ne devrait pas dire à les personnes, demandez de toujours parler avec moi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Ils avaient la politique de sauvegarde pour bien expliquer cela. Elle lui a dit de la prochaine fois que l'appelante téléphonait, de demander et qu'elle demandait à lui parler, il fallait qu'il dise de ne pas être disponible et qu'il était préférable qu'elle parle à l'une de ses collègues ou l'un de ses collègues. D'accord. Et la responsable de la sauvegarde a également organisé une session de recyclage sur la politique de sauvegarde pour l'équipe de la ligne téléphonique, en particulier ce qui était ou non un comportement ou une communication appropriée, pour que tout le monde se rappelle bien de quoi faire et comment faire. D'accord. C'est très important d'avoir des sessions de formation donc pour éviter toute situation compromettante. Est-ce que vous avez d'autres exemples? L'autre exemple que je souhaite partager concerne une fille que nous nommerons de A, pour ne pas donner des noms vrais. Une fille qui avait 13 ans. Et pendant environ 1 an, elle participait au club périscolaire des filles et ne ratait jamais une séance. Elle était populaire et une membre active. Elle aimait être impliquée dans les activités et déborder des idées et des suggestions. Cependant, en l'espace de quelques semaines, la leader du club a commencé à remarquer que la fille A se renfermait de plus en plus. Elle avait arrêté de prendre la parole lors des séances et pendant les activités. Au lieu d'être assise au premier rang, comme avant, elle restait au fond. Elle ne souriait presque plus et semblait avoir perdu sa confiance en elle. Donc, elle commençait aussi à rater certaines séances. Et la leader lui a demandé plusieurs fois si quelque chose n'allait pas. Mais la fille A répondait toujours que tout allait bien. Elle demanda également aux amis de la fille, mais aucune d'entre elles ne savait si quelque chose n'allait pas, remarquant simplement qu'elle avait changé. Et la leader en informa sa responsable qui suggéra de parler à la professeure de la fille et ensuite peut-être également en parler aux parents. D'accord. La professeure admit qu'elle était également inquiète. Donc, la leader du club décida d'en parler aux parents la prochaine fois qu'elle les verrait. D'accord. Et grâce aux discussions avec les parents, la leader du club découvrit que le père de la fille pensait qu'il était temps pour sa fille de quitter l'école et de se marier. Ils avaient commencé à chercher de futurs maris pour elle afin de respecter les traditions, bien que la fille ne le souhaitait pas. Et ce fut pas simple et pris du temps, mais avec le soutien des aînés de la communauté, la professeure, la responsable et la leader du club réussit à convaincre les parents de la fille de la laisser étudier et le projet de mariage fut suspendu. Et ce fut comme si un poids était élevé des épaules de la fille. Elle devint de nouveau une membre active du club périscolaire et recommença à sourire et à retrouver sa confiance en elle de nouveau. D'accord. Ce que je retiens de ces deux exemples, donc, est correct. Et si j'ai mal compris, veuillez me corriger, mais quand on aborde des suspicions ou des cas d'abus, il faut toujours garder l'anonymat des gens inclus, ou entre parenthèses, les victimes. Aussi,
qu'il faut toujours être en alerte au changement des attitudes des gens qu'on fréquente, qu'on connaît. Par exemple, dans le deuxième exemple, la fille, il a eu un changement d'attitude très, très prominent. Remarqué, ouais. Bien sûr, ce qui a alerté l'animatrice, les professeurs, et donc ils ont couru au secours de la fille pour connaître la raison, et ils ont en fait parlé avec les parents et les ont convaincus qu'il est préférable que la fille continue ses éducations pour assurer son avenir. Et ça, c'est formidable. L'une des raisons de la sauvegarde est la prévention, mais aussi la résolution des cas, un espace d'échange avec les gens inclus et parents. Et là, que peuvent faire les bénéficiaires actuels et potentiels d'Amplify Change afin de s'assurer que chaque personne soit en sécurité? Oui, bien, tout d'abord, la sauvegarde doit devenir une priorité pour l'organisation. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un engagement sur cette problématique du haut de l'hiérarchie jusqu'en bas. Ensuite, les organisations doivent développer une bonne politique qui puisse être mise en place et des procédures afin de gérer et résoudre tous les signalements. Il existe de nombreux modèles que les organisations peuvent utiliser pour leur guider, mais vous devrez créer une politique qui correspond à votre organisation et aux spécificités de votre contexte. Vous devez communiquer très clairement sur qui est le ou la responsable de la sauvegarde et de la protection au sein de votre organisation. Chaque personne doit savoir vers qui se tourner pour faire un signalement lié à la sauvegarde. Et ce, en toute confiance aussi. C'est très important. Ouais. La sauvegarde est la responsabilité de tous dans l'organisation. Chaque personne au sein d'une organisation doit réfléchir à ce que cela signifie pour elle ou pour lui dans le cadre de sa fonction. Il est important de prendre du temps en équipe afin de réfléchir spécialement à quels sont les risques au sein de l'organisation selon les moments et les différentes situations. Il est important de réfléchir en équipe aussi de comment pouvons-nous atténuer ces risques. Ouais. Par exemple, lors de séances avec des enfants, limiter l'accès aux informations sensibles. Pour ce faire, les détails concernant les enfants sont dans une banque de données spécifique où les données sont limitées. Pas de numéro de téléphone, par exemple. Quelle est la procédure de signalement dans votre organisation? Il faut parler de ça en équipe pour que tout le monde le comprenne bien. Quelle sera votre procédure? Qu'est-ce que vous allez faire? Et qui au sein de l'organisation sera le ou la personne responsable de la sauvegarde, c'est-à-dire la personne qui a pour responsabilité de s'assurer que les mesures au sein de l'organisation sont les meilleures possibles et qui chapeaute toutes les investigations lorsqu'un signalement a été effectué. Superbe. Est-ce que vous avez d'autres recommandations? Bien, vous devez également penser à qui est la suppléante ou le suppléant du ou de la responsable de la sauvegarde et de la protection et pourquoi cela est nécessaire. D'accord. Pensez à ce qui rend ces personnes aptes pour devenir des responsables de la politique de sauvegarde. Par exemple, est-ce que c'est leur expérience de vie, leur formation, leurs compétences, etc. La confidentialité, c'est très important. Tous les cas ou signalements doivent être rapportés et les investigations menées dans le respect de la confidentialité. Le besoin d'un registre où l'ensemble des signalements sont listés, datés ainsi que le résultat de l'investigation noté. Quelle est la procédure pour l'investigation des cas dans votre organisation? S'il s'agit d'une fausse alerte, c'est OK. Il ne doit y avoir de répercussions pour personne, ni pour la personne ayant fait un signalement, ni pour la personne ayant fait l'objet de l'investigation. Si c'est une fausse alerte, c'est une fausse alerte. Ça y arrive. Ouais.
Vous pouvez avoir aussi des éléments très simples mis en place, comme une boîte aux lettres fermant à clé dans les bureaux où chacun peut glisser une note anonyme de signalement. Pas tout le monde a les ordinateurs ou l'Internet, l'accès au Internet. Des fois, une petite boîte où on peut glisser une note anonyme, c'est suffisant. Et cette boîte devrait être vérifiée chaque matin, par exemple. C'est une solution pour certains contextes. D'accord. Et donc, y a-t-il quelques autres éléments qu'il faut considérer? Oui, d'autres choses que vous pouvez ou les organisations peuvent considérer, c'est où le registre des signalements est-il gardé? Ça doit être dans un lieu sécurisé. On ne veut pas que tout le monde peut regarder les informations ou les lire. Et qui a accès à ce registre dans l'organisation? Aussi, quelles sont les échéances et le calendrier pour l'investigation d'un signalement? Si quelqu'un fait un signalement, ils vont attendre un jour, 2 jours, 2 semaines, un an pour savoir Ouais. qu'est-ce Ouais. qui, qu'est-ce qui se passe avec l'investigation, par exemple. Comment écrire une politique accessible couvrant les enfants et les adultes afin que tout le monde puisse le lire, le comprendre et signer? Beaucoup de fois, on voit des documents ou des politiques qui sont seulement en anglais, mais ils sont pour les pays francophones. Donc, on sait déjà que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent pour l'organisation, les volontaires, peut-être ne parlent pas tous l'anglais. Donc, il faut le traduire dans la langue qui est appropriée. Ou des fois, c'est plusieurs langues qui sont appropriées pour que tout le monde puisse le lire et le comprendre. Il faut réviser la politique chaque fois qu'un signalement est fait et le mettre à jour si nécessaire. C'est une bonne pratique d'avoir un contrôle des versions de la politique. Donc, une organisation qui n'a pas de politique peut en créer leur première politique. Si quelque chose, s'il y a un signalement, ils peuvent lire la politique de nouveau et voir s'il faut mettre quelque chose à jour ou si toutes les procédures qu'ils ont mises en place dans la politique, si ça a bien fonctionné. D'accord. Et aussi la formation. La formation disponible est-elle adéquate pour l'organisation? Et s'il n'y a pas de formation adéquate, les organisations peuvent l'inclure dans leur budget de subvention Amplify Change, parce que Amplify Change peut financer cela. Aussi, la question que toutes les organisations nous demandent est pourquoi les enfants et les personnes vulnérables, les adultes vulnérables, si on travaille uniquement avec les enfants. Et là, qu'est-ce que vous leur recommandez? Bien, parce que la politique de protection ou la politique de sauvegarde, c'est pour tout le monde, pas seulement pour les bénéficiaires de votre organisation, mais aussi pour vos volontaires, vos staffs, c'est pour tout le monde. Donc, il peut avoir, par exemple, de l'abus entre quelqu'un qui est haut dans l'organisation et un volontaire qui rentre, qui peut être plus jeune ou... Oui. Oui, qui manque d'expérience et tout ça, oui. Exactement, c'est ça. Super, d'accord. Super, très intéressant. Merci beaucoup, Héloïse. Auriez-vous d'autres réflexions à partager avec nos auditrices et auditeurs afin de conclure? Oui, quelques points clés à retenir, si je peux dire cela, c'est soyez prêts ou soyez prêtes. Chaque personne au sein de l'organisation doit savoir quoi faire. Comme ça, s'ils veulent faire un signalement, ils savent à qui parler ou qu'est-ce qu'ils doivent faire dans chaque situation. La confidentialité, ça c'est très important. Chacun doit se sentir en confiance dans le cas où il ferait un signalement concernant la problématique de la sauvegarde et être assuré que cela sera traité de manière confidentielle puisqu'une investigation aura lieu.
Aussi, Amplify Change a un document d'orientation accessible sur notre site internet www.amplifychange.org. Et ce document, il comprend des indications sur la définition de ce qu'est le préjudice, par exemple, les choses auxquelles les organisations doivent penser, et le document aidera aux organisations à écrire leur propre politique de sauvegarde ou à renforcer celles qu'ils ont déjà. Super. Ouais. Enfin, oui, je dirais que les organisations doivent se positionner toujours du côté de la prudence. Ouais. N'ayez pas peur de faire un signalement si vous pensez que quelque chose semble anormal ou étrange, même sans preuve directe. D'accord. Et mieux vaut être prudent que désolé. Ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça qu'on dit. Merci beaucoup pour cet intéressant échange et j'espère, je suis sûre que nos auditrices et auditeurs vont en profiter. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci Rekia, merci. La prochaine fois sur le podcast d'Amplify Change. Bonjour, je suis Amissa Aho. Je suis chargée de programme et de communication à l'Association des juristes sénégalaises. Je suis l'invitée d'Amplify Change pour le podcast sur le plaidoyer en ligne. Écoutez le podcast pour découvrir mes conseils sur les clés de la réussite d'une campagne de plaidoyer en ligne et comment nous avons utilisé le plaidoyer en ligne dans notre travail à l'Association des juristes sénégalaises.